fait une mise en problématique de l'architecture et des stades. Moi, je vais rajouter un troisième ingrédient à cette problématique. Je vais rajouter donc l'ingrédient communication. Et dans sa conclusion, Miranda a bien tendu la perche pour le laboratoire design visuel et urbain auquel j'appartiens. Je suis donc architecte de formation et enseignant-chercheur au niveau de l'Université de Valenciennes et membre du laboratoire de Visu. Alors, mon exposé est effectivement une mise en rapport problématique entre deux domaines en apparence étrangers, le stade, le sport, auquel vient s'ajouter la communication. Pourtant, penser et dessiner un stade conduit probablement et certainement à défendre autant la rigueur de sa forme que l'exigence de son utilité. Il faut qu'il soit donc un juste équilibre entre la composition architecturale, mais on doit également penser à sa communicabilité et à son expression. Alors, le stade s'impose dans les villes comme l'édifice indispensable. Certains architectes ont annoncé que malheureuses sont les villes qui n'en possèdent pas un. Ce qui nous intéresse ici, c'est de progresser et proposer une analyse du sens et de la mutation de la production de ces monuments à travers l'histoire, sans forcément remonter très loin au stade d'Olympie, mais on verra que la genèse des stades a respecté un certain nombre de conceptualisations et des normes techniques également qui nous mènent vers les stades d'aujourd'hui. Donc, pour introduire mon propos, j'aborderai l'architecture des stades par une approche communicationnelle. Dans un second temps, on mettra l'accent sur les temporalités des stades et les formats conceptuels qui ont géré les conceptions. Pour cela, on passera par un retour dans le temps où on détaillera la genèse des stades et leurs mutations fonctionnelles et programmatiques, afin que ces lieux soient des lieux de qualité et assurent le confort et la sécurité des usagers. La thèse que nous soutenons, bien entendu, en tant que laboratoire des sciences de l'information et de la communication, est que le stade n'est pas un simple réceptacle de sportifs et de spectateurs, mais il est aussi un miroir de la ville et doit s'inscrire dans un projet de société et participer à la quête de l'urbanité. Le stade, l'humain est un communicant, mais le stade est un objet architectural communicant dans le sens où il porte en lui une dimension communicationnelle. En effet, quelles que soient les mains qui l'ont dessiné, qui l'ont tracé, il est porteur de culture matérialisée, visible et signifiante. Il est donc un véhicule de la pensée et un support du processus communicationnel. Le stade est par excellence un lieu où on trouve une scène, des acteurs qui jouent un rôle et des spectateurs qui viennent apprécier cette mise en scène et qui exigent une qualité du spectacle. Il est également un espace qui privilégie le partage notion qui est revenue souvent lors de ce congrès. Il bénéficie d'un engouement populaire et d'une couverture médiatique exceptionnelle, use de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour porter l'image d'une ville et symbolise la modernité et l'ambition. Tous ces ingrédients font du stade un objet communicant. Dessiner un stade pour un architecte est un acte créatif qui exige un savant mélange de connaissances techniques, de connaissances scientifiques, de notions esthétiques, artistiques et sociales. On prend en considération, bien entendu, de multiples enjeux qui vont freiner parfois la créativité, des enjeux technologiques, institutionnels, donc plusieurs contraintes à mixer pour arriver à une œuvre architecturale souvent complexe. Le stade représente des spécificités architecturales telles qu'il est qualifié par certains architectes comme un bâtiment hybride. Dessiner ce bâtiment hybride passe par les étapes classiques de la conception, donc l'esquisse, les plans, les coupes, donc la mise en forme de tous les traits de dessin 2D et 3D, tout en gardant à l'esprit l'enjeu et l'objectif, c'est-à-dire le dessin EIN, de la symbolique, le sens derrière la graphie. Car en plus d'être un lieu, une empreinte définie par un territoire,
Le stade est un contenant qui abrite des événements, marquant la mémoire collective. Il est également un symbole qui dépasse les frontières tracées du stade. Alors, à partir de cet énoncé historique et théorique plutôt, et en se concentrant en premier lieu sur l'objet architectural, détaché du contexte pour des raisons méthodologiques et non pas parce qu'il vit seul comme objet, pour ensuite entrer dans le mérite de l'analyse urbaine, on peut avancer que concevoir un stade, c'est s'interroger sur la trace, sur sa trace sur l'espace, c'est-à-dire sur le signe qui le compose. Et la question qui s'impose est donc, quels sont donc les déterminants essentiels qui permettent sa conception et son expression architecturale, tout en gardant à l'esprit que ce stade doit être signifiant avant d'être utile. On doit composer de façon subtile donc une masse d'informations formelles, une structure réfléchie afin que la composition fasse sens, plaise et fascine les récepteurs, donc les usagers. Et sur le plan technique, ils exigent un dialogue équilibré entre les contraintes constructives et les espaces induits de façon à ce que ceux-ci soient de qualité. D'autre part, et comme indiqué précédemment, le stade apporte du sens et pas seulement pendant un match. Sa conception interroge en effet trois temporalités. La temporalité de l'avant-événement, le stade comme composant à concevoir et à réaliser, donc à bâtir. La temporalité de pendant l'événement, le stade comme contenant d'un spectacle, d'un match de foot ou autre. Et la temporalité de l'après-événement, donc le stade comme résultant et comme un composant qui doit vivre après l'événement. Donc malheureusement, l'après-événement a longtemps été un critère délaissé, même si aujourd'hui, il est impossible de passer derrière une candidature crédible pour organiser un événement important. Donc dessiner un bâtiment, petit souci. Donc la conception, comme je le disais, interrogeait trois temporalités. Un stade est avant tout un pari pour l'avenir. Donc toutes les villes qui s'engagent dans la construction d'un tel ouvrage font le pari de faire vivre cet ouvrage après l'événement. C'est en tout cas la condition obligatoire pour aujourd'hui. Penser l'après-événement fait apparaître donc d'autres acteurs qui conjuguent leurs efforts avec les acteurs classiques, qui sont l'architecte, même si l'architecte, durant sa vie professionnelle, a une chance, peut-être si les conditions se proposent, de voir réaliser un objet qui est pour lui un objet de format XXL, qui est captivant à mettre en scène dans la skyline urbaine. L'ingénieur également, qui profite de la conception constructive de cet élément, en l'utilisant comme laboratoire d'innovation technologique et environnementale. Il y a également les géographes qui s'intéressent à l'insertion paysagère et urbaine de cet ouvrage, donc avec la répartition spatiale des grands équipements. Le sociologue, avec la dimension identitaire. On en verra certainement une présentation beaucoup plus poussée avec M. Frey. Et l'aménagiste qui s'interroge également sur la centralité et les zones de chalandise qui sont générées par la fréquentation de l'ouvrage. L'architecture des stades n'a pas toujours résulté de cette coactivité, comme l'a annoncé Miranda tout à l'heure, ni répondu à toutes ces exigences. En effet, la conception a beaucoup évolué. Et même si on ne remontait pas dans le temps au stade d'Olympie, par exemple, on constate qu'elle est passée par plusieurs étapes. On va, dans cet exposé, s'intéresser plus à l'époque moderne, où on peut constater que les stades contemporains pour le football, modernes du début du XXe siècle, le plus souvent dans des contextes urbanisés et économiquement développés. À partir des années 1880, il est possible d'observer une sorte de succession de générations des stades dans le contexte européen
qui est en évidence des caractéristiques communes de type constructive. Donc ces 4 générations, on va situer la première entre 1880 à 1920. Les premières installations sportives étaient anglaises jusqu'à la moitié des années 1880 et étaient principalement fréquentées par la classe ouvrière. Pour avoir une idée de l'interpénétration entre le football et la culture ouvrière, il suffit de regarder l'architecture de certains stades de cette époque, dont les matériaux et les formes rappelaient bien souvent la structure des usines. Ces espaces se trouvaient dans des milieux urbanisés, donc pas déconnectés du reste de la ville, comme l'a souligné Miranda, et permettaient la coexistence de plusieurs pratiques sportives et plusieurs activités. Les caractéristiques récurrentes sont la simplicité des techniques de construction, la pauvreté des matériaux, des gradins présents souvent sur une partie du périmètre du terrain et une hauteur limitée puisque les techniques de l'époque ne permettaient pas de grande hauteur. La deuxième génération des stades se situe donc entre 1920 et 1960. Ce sont des ouvrages commandités par les grands régimes politiques instaurés dans la période de l'entre-deux-guerres et celle de la première phase de guerre froide. Donc la construction était massive, essentiellement en pierre, avec des aspects monumentaux de l'édifice, puisqu'il ne répondait pas uniquement à accueillir des manifestations sportives, c'était plutôt pour des meetings politiques. Le plan était radial, la structure de couverture partielle ou intégrale, utilisation du béton pour la structure verticale et les gradins. On instaurait également des nouvelles techniques qui permettaient de monter un petit peu plus en hauteur, des stades bâtis en dehors des contextes urbains puisque leur taille était imposante, avec donc une grande capacité d'accueil et un confort de visibilité médiocre, puisque ce n'était pas la priorité de l'époque. La troisième génération, c'est fin des années 60 jusqu'à la moitié des années 80, où on a mis l'accent sur la qualité, prise de conscience donc de la confort des usagers des stades, localisation principalement à proximité du centre urbain. On est revenu donc à instaurer les stades en milieu urbain, donc avec une dimension forcément plus réduite, puisqu'il fallait remplir les dents creuses et il n'y avait pas beaucoup de place à consacrer. Avec l'industrialisation, on a utilisé également des éléments préfabriqués pour les gradins, la structure porteuse, et les premières couvertures commençaient à être généralisées. La quatrième et la dernière génération, c'est tous les stades construits à partir de 1989. Cette catégorie, elle regroupe des ouvrages construits après le rapport Taylor. Certainement, vous le connaissez, c'était venu suite au désastre de l'accident qui s'est produit donc, en 1989 et dans lequel 96 personnes ont perdu la vie. Donc, ce rapport préconisait de revoir en profondeur la conception des stages, leur construction et la gestion des infrastructures pour le football. Il y a eu des obligations dans ces rapports, par exemple l'obligation de n'avoir que des places numérotées et assises, le ticket nominal, l'élimination des barrières qui séparent le terrain de jeu et les tribunes, l'utilisation massive du force de l'ordre et la possibilité d'y accéder au stade, l'utilisation des systèmes électroniques de vidéosurveillance pour contrôler les situations dangereuses et décider des modalités d'intervention. Alors, pour l'historique des stades et voir comment ceux-ci ont évolué, j'ai préparé un petit retour sur le temps. Donc, la genèse des stades sur le plan technique concerne des cahiers des charges qui guident le concepteur et qui l'obligent à respecter un protocole normatif très rigide. Cela concerne d'abord le terrain de jeu, donc avec par exemple son orientation, son emplacement, ses dimensions également, puisque le terme stade lui-même veut dire mesure à la base. Ça concerne également les tribunes,
leur position, leur orientation, la visibilité également, avec des textes normatifs qui gèrent les distances de vue. Une norme anglaise, encore une fois, ils ont toujours été précurseurs pour mettre des cahiers de charges. Ensuite, des normes concernant les couvertures, puisque ça devient généralisé, encore une fois, par souci de confort, abriter les spectateurs, les gens qui viennent voir un spectacle. Donc la structure de la couverture, soit une structure indépendante, où chaque élément constructif se développe, par exemple, par rapport à sa propre structure porteuse. On a l'exemple du stade olympique de Pékin, ou des structures intégrées où la tribune et la couverture forment une seule pièce. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les aspects techniques, mais en tout cas, il y a différentes formes de structures. Des structures de poteau à poteau, des structures en porte-à-faux, des anneaux de compression. Je vais passer directement aux exemples. Alors, une structure de poteau à poteau, ça a l'avantage d'avoir une vision qui n'est pas obstruée par des piliers. Le désavantage, c'est que le système fonctionne mieux dans les stades qui nécessitent des tribunes séparées. Et quand on doit déplacer un certain nombre de tribunes pour offrir plus d'espace central, les contraintes se posent et on ne peut pas faire beaucoup de modularité sur ce type de structure. La structure en porte-à-faux, donc une couverture qui est tenue par son propre poids et fixée à une extrémité. Dans tous les cas, c'est l'extrémité extérieure pour libérer l'espace qui est proche du terrain. Les avantages, c'est que ce système permet d'avoir une vue dégagée sur une longueur qui va jusqu'à 45 mètres. On ne peut pas aller au-delà. Donc ça limite les distances, mais ça dégage la visibilité. Une structure anneau en compression-traction, très avantageuse sur le plan esthétique. Possibilité également de couvrir de grandes profondeurs de tribunes et particulièrement utilisée dans le cadre des rénovations des stades existants, puisque c'est une structure légère et souple qui peut s'adapter à l'intérieur ou à l'extérieur. Le désavantage, c'est que c'est une structure chère et un système peu adapté dans les stades à enceinte, adapté uniquement pour les stades à structure continue. D'autres modèles de structures, les structures en traction, donc en caténaire par exemple, ou alors avec des réseaux de câbles suspendus, ou des structures à membrane souple qui permettent de couvrir des surfaces très grandes, mais avec des désavantages sur l'aspect financier également. Et enfin, la structure en charpente, c'est une grille d'éléments structuraux, souvent en acier, en 3 dimensions. L'avantage, c'est que ça permet de couvrir des grandes portées, donc de grands stades avec des effectifs importants. Le désavantage, c'est que la charpente, puisqu'elle s'étend dans les 2 directions, la forme du stade doit être proche de la forme carrée. Alors après ces brèves techniques et les évolutions technologiques et structurelles, le stade connaît aujourd'hui d'autres mutations qui exigent de nouvelles façons de le concevoir. Sa conception ne prend plus en compte l'objet seul, détaché du contexte dans lequel il évolue. En tout cas, on fait des efforts pour tendre à ce qu'il soit inséré dans son environnement. Depuis les années 90, il y a eu une mutation conceptuelle, puisqu'au départ, il s'agissait de répondre à des exigences temporaires, donc traiter l'événement pendant l'événement, traiter le stade en tant que contenant pendant l'événement. Et à partir de ces années-là, on a jugé nécessaire de créer un lieu multifonctionnel, multitemporel, qui gère donc les 3 temporalités dont j'ai parlé, complètement intégré dans son environnement et qui participe même à structurer tout en offrant un panel d'activités diversifiées. Donc le stade n'est pas seulement une action sur l'espace, il permet également de redessiner l'espace et de le penser. Si le stade structure la ville et participe à sa réorganisation, il devient également, par la force des choses, un objet de requalification programmé
et cohérente du territoire. Cela conditionne la conception des stades qui doivent être des instruments innovants capables d'intégrer plusieurs notions telles que la flexibilité, articuler donc des espaces et des temps de réception du stade de façon synchronique et diachronique, prévoir une juxtaposition par une superposition des fonctions, et ceci en permettant une modularité, par exemple le déplacement des gradins, agrandir les espaces, descendre le terrain de jeu ou l'élever pour accueillir des activités diverses. Donc une adaptabilité des espaces et enfin donc un espace conçu pour la durabilité, même si on sait que tous les produits architecturaux aujourd'hui sont devenus des objets de consommation qui ont une durée de vie très limitée, mais la durabilité ici implique le respect du milieu, le choix des matériaux écologiques, recyclables, l'économie énergétique par l'utilisation de nouvelles technologies, de nouvelles énergies propres et durables, et capable donc d'optimiser le cycle de vie du bâtiment. Alors, en conclusion, donc à la fin de cette présentation, nous pouvons affirmer, sans prendre trop de risques, que l'expression architecturale du stade est en train de changer de manière définitive. La simplicité des éléments qui ont composé ce modèle dans les cours de l'histoire se confondent aujourd'hui à une extrême complexité, une diversité programmatique, puisqu'il y a une multitude de fonctions qui doivent être abritées par le stade. On est également à la recherche de nouveaux spectateurs, supporters, qui sont intégrés dans la conception. Donc un consommateur, l'usager devient un consommateur potentiel, qui est censé passer son temps libre au stade, en dehors des matchs également. Donc de nouveaux usages définissent une nouvelle couche de public qui interagit avec les offres du stade. Ceci a forcément objectif de prioriser l'équilibre financier et garantir des revenus indépendamment des prestations sportives de la société footballistique. Tous ces phénomènes en cascade ont fait perdre progressivement au stade leur connotation du lieu dans lequel se célèbre exclusivement un événement sportif. Merci pour votre attention.